Projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique avec notre invité. C'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. Rencontre avec Philippe Lacotte. Son dernier film, La Nuit des Rois, est sélectionné pour représenter la Côte d'Ivoire aux Oscars l'année prochaine. Cette œuvre plonge dans l'univers carcéral de la prison d'Abidjan, mais aussi dans l'art de raconter des histoires. Le film a fait ses débuts cette semaine dans la capitale ivoirienne. Ce qui a déclenché le tournage, c'est quand j'ai rencontré un ami d'enfance qui sortait de la Maka et qui m'a dit « À la Maka, on choisit un prisonnier qui nous raconte des histoires toutes les nuits et qui s'appelle Roman et qu'on appelle Roman. » Et là, tout d'un coup, j'avais un dispositif, j'avais un personnage. Un outil de dialogue inattendu au Mali, des jeunes s'ouvrent à la culture et à la découverte de compétences avec l'initiative Oxygène. Cette initiative contribue à la fois à la promotion, à la protection des droits de l'enfant, mais également constitue un cadre de libre expression, une tribune de libre expression pour les enfants du Mali, d'où qu'ils viennent. La parade contre la destruction massive des forêts d'Afrique peut passer par une responsabilisation des communautés. C'est le pari du Cameroun. Nous sommes en plein dans la forêt communautaire de Kovimov. Kovimov qui veut dire communauté villageoise Molombo, au Katefa et Kele 1 et 2, qui regroupe en fait 4 villages et 3 hameaux. Direction le Mali pour ce premier reportage. Dans ce pays confronté à une crise multidimensionnelle, Oxygène, un rendez-vous annuel pour les jeunes, est organisé par l'UNICEF. Lieu de discipline, brassage culturel, mais aussi de découverte de compétences, de chant, danse ou peinture sont au programme de ces 5 journées d'activités qui rassemblent chaque année une cinquantaine d'enfants maliens de différentes localités. Nos journalistes ont suivi un atelier de radio rurale. Regardez. Sévaré. C'est la porte d'entrée de la région de Mopti au nord du Mali. Ces enfants qui pratiquent le sport ne sont pas dans la cour de leur école, ils viennent de loin. De Bamako, la capitale du pays, à 600 km d'ici. Encadrés par des équipes du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, ils doivent prendre part à une formation initiation organisée chaque année par l'UNICEF. Elle a réuni une cinquantaine d'enfants de 9 à 16 ans choisis dans toutes les régions du pays. Durant une semaine, cet établissement hôtelier sera à la fois leur domicile et leur école sous la vigilante protection de la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Cette initiative contribue à la fois à la promotion, à la protection des droits de l'enfant, mais également constitue un cadre de libre expression, une tribune de libre expression pour les enfants du Mali, d'où qu'ils viennent. Les travaux ont porté sur la question des droits des enfants, notamment les petites filles, dans un pays où l'écrasante majorité d'entre elles subissent la douleur de l'excision. Mais la grande innovation est celle portant sur une approche multimédia pour former les enfants en vue d'informer largement sur le thème central de la formation. Selon les types de médias, les journalistes en herbe seront répartis en équipes. Presse écrite, radio, vidéo et même une troupe de théâtre. Je suis à ma 3e participation au projet Oxygène. J'ai eu beaucoup d'expérience, ça m'a permis de me libérer, d'être moi-même, de pouvoir être plus sûre de moi, de pouvoir défendre toujours les idéaux que j'ai toujours voulu défendre du côté des enfants, surtout du côté des jeunes, surtout du côté de la promotion, la protection des enfants, surtout de leur participation aussi au niveau des médias. Mais Oxygène, c'est surtout le travail de production sur le terrain, les exercices journalistiques. Bonjour. Je m'appelle Demsou Keina, j'ai 9 ans, je fais l'école Kalanso. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un reportage. Actuellement, nous sommes dans le village de Saint-Karma. J'espère que vous allez bien aimer. À Saint-Karma, l'excision est encore pratiquée par 90% de la population. Les petits journalistes sont là pour recueillir les diverses opinions sur la question, mais aussi pour accomplir un travail de sensibilisation en expliquant les méfaits de ces pratiques sur la santé des filles et leur vie de futures mères. Je suis dans le groupe de radio. Notre centre d'intérêt, c'est de comprendre pourquoi ces villageois pratiquaient l'excision, de savoir s'ils ont arrêté cette pratique de nos jours.
L'UNICEF accompagne les efforts du gouvernement dans l'amélioration d'un environnement protecteur avec une approche enfant pour l'enfant. L'exercice Oxygène se présente comme une véritable école de l'enfance vers la vie d'adulte. Les jeunes apprennent avant tout à se servir des moyens modernes de communication. Ensuite, ils utilisent leur expertise pour prêcher le progrès au sein des communautés. La discrimination, c'est la fête de qui? C'est la fête de qui? Oui à l'éducation, non à l'excision. Je vous le disais en titre, notre invité du jour vit le cinéma entre la France et la Côte d'Ivoire. Une passion qui a commencé tôt et l'amène à explorer en images la frontière très mince entre le mystique et le réel en Afrique. Son dernier film, La Nuit des Rois, touche à la transmission orale des histoires en mettant en scène la prison notoire d'Abidjan, la Maca. Philippe Lacôte a raconté à Laurence Lustras et à Thierry Schiller les coulisses de ce tournage international ambitieux. Philippe Lacôte, bonjour. Votre dernier film, La Nuit des Rois, sort ces jours-ci à Abidjan. Il se déroule à la Maca, la prison en périphérie de la ville. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de mettre ce lieu en scène? La Maca, comme vous le dites, c'est la prison principale d'Abidjan, l'unique prison d'Abidjan, et une des prisons les plus surpeuplées d'Afrique de l'Ouest. Et en fait, c'est un lieu qui m'a toujours intéressé. C'est un lieu que j'ai visité quand j'étais enfant, parce que j'allais voir des membres de ma famille qui étaient opposants politiques et qui étaient enfermés à la Maca. Et par contre, ce qui a déclenché le tournage, c'est quand j'ai rencontré un ami d'enfance qui sortait de la Maca et qui m'a dit « À la Maca, on choisit un prisonnier qui nous raconte des histoires toutes les nuits et qui s'appelle Roman, et qu'on appelle Roman. » Et là, tout d'un coup, j'avais un dispositif, j'avais un personnage, j'avais une image. Et c'est ça qui a déclenché l'écriture du scénario. Bien sûr, j'ai dramatisé un peu plus l'histoire. Donc mon personnage, c'est en une nuit, il est menacé de mort, ce qui ne se passe pas à la Maca. J'ai fictionnalisé les choses, mais c'est cette rencontre-là et cette histoire qui m'a été racontée qui a déclenché le projet. Donc c'est une histoire véridique. Est-ce que ça a été un tournage difficile? C'est une histoire qui s'inspire d'une histoire vraie. Ça a été un tournage difficile, oui et non. Ça a été un tournage pas difficile parce qu'il y avait une très bonne équipe, très internationale. Il y avait des Québécois, il y avait des Français, des Burkinabés, des Ivoiriens, des Sénégalais, des Maliens. Donc c'était un tournage vraiment Afrique de l'Ouest international et aussi des pays, 3 continents, tous francophones. Donc c'était intéressant. Donc le tournage était très fluide, les équipes étaient très malgré les différences d'expérience, enfin des différences d'horizon, mais tout le monde travaillait bien ensemble. Après, c'était un tournage difficile dans la mesure où on maniait 200 figurants. Donc voilà, il y avait une grosse construction de décors, mais voilà, c'était ambitieux. Voilà, mais c'était pas difficile. Le conte joue un rôle central dans votre film, cette grande tradition du conte oral ouest-africain. Comment avez-vous abordé sa mise en image et en son? C'est vrai que le conte joue un rôle dans La Nuit des Rois, c'est quelque chose qui est ressorti à la fin du film. Ce n'est pas quelque chose qui était aussi présent à l'écriture du scénario. En fait, on a travaillé avec les acteurs, on a sélectionné une 40aine d'acteurs à Abidjan et on a travaillé avec les acteurs en atelier. Et là, il y a eu une improvisation à un moment dans cet atelier d'un acteur qui est griot, qui est fils de griot, et qui a improvisé une phrase de griot. Et ça, c'est resté dans le film, et du coup, ça nous a amené vers l'oralité, puisque le personnage principal, Roman, il est chargé de raconter des histoires. Donc du coup, ça questionne l'oralité, ça questionne l'art de raconter des histoires. Il dit qu'il a grandi avec sa tante qui était griotte. Donc tout ça, c'est des choses qui sont ressorties. Mais par contre, pour moi, l'objectif, ce n'était pas de recréer une arène traditionnelle de narration. C'est pour ça que je l'ai mis dans une prison. C'est une transmission, c'est un héritage, mais qui n'est pas direct. Il y a aussi ce que vous avez décrit comme une mince frontière entre le mystique et le réel, entre le visible et l'invisible en Côte d'Ivoire. C'est une notion importante dans votre œuvre? Je pense que la notion de visible et d'invisible, c'est une notion qui est importante pour la Côte d'Ivoire, mais je dirais pour les cultures africaines en général. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, c'est intéressant de faire des films en Afrique, c'est intéressant de raconter des histoires, mais pour moi, le plus important, c'est de raconter des histoires à travers notre vision. Voilà, de ne pas raconter des histoires qui sont dans la vision d'un autre continent. Et ce qui me semble important dans la réalité africaine,
dans la réalité africaine, c'est qu'elle est composée de visibles et d'invisibles. C'est que la frontière entre le mystique, entre le réel, ces frontières-là sont très minces. Et c'est ça que j'aime bien explorer dans mes histoires. Comment est-ce que c'est accueilli par votre public africain ? C'est accueilli assez normalement parce que quand vous allez par exemple au tribunal d'Abidjan, vous allez voir un procès, quelqu'un qui va dire au juge j'ai tiré sur une biche et quand la biche est tombée, elle est morte, c'était le corps de mon cousin. Et le juge, il a le code napoléonien, parce qu'on a encore le code napoléonien en Côte d'Ivoire, et ce n'est pas écrit dedans. Voilà. Donc on se retrouve face à des situations comme ça qui sont un peu kafkaïennes, qui sont un peu absurdes, mais c'est pour dire que, en fait, en Côte d'Ivoire, c'est une réalité. Donc je n'ai pas besoin de l'expliquer. C'est un regard normal. C'est pas un regard fantastique. Maintenant, quand je suis en Europe, parce que mes films sont montrés en Europe et mes films sont aussi financés en partie en Europe, là, je fais plus appel à la notion de réalisme magique, c'est-à-dire je rejoins plus des gens comme Gabriel Garcia Marquez, tout le mouvement latino-américain, sud-américain, pour expliquer ces frontières-là. Après Run, c'est votre deuxième film sélectionné au Festival de Cannes et La Nuit des Rois a aussi été présenté à la Mostra de Venise 2020. Est-ce un engouement pour le cinéma africain ou bien la reconnaissance d'une œuvre qui a été réalisée par un cinéaste du continent ? Ça, c'est au festival de le dire. C'est au festival de le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une lumière aujourd'hui sur les œuvres venant du continent africain et je ne suis pas la personne qui va s'en plaindre parce que jusqu'à présent, il y a un déficit réel de représentation des artistes africains dans les manifestations internationales. Donc c'est très bien que les artistes africains aient droit au chapitre, que ce soit en cinéma, que ce soit en littérature, que ce soit dans les autres arts, qu'on participe à l'élaboration du monde, à la confrontation des idées. Je trouve que c'est important et donc on se bat tous pour ça. Après, mon travail, c'est un travail que je mène déjà depuis 20 ans avec une équipe, avec une collaboratrice, avec Delphine Jacquet, qui est ma productrice sur La Nuit des Rois, mais avec qui j'ai co-réalisé des films et qui a été directrice artistique sur Run. Donc c'est une équipe, c'est une conviction qu'on porte depuis un moment et voilà, et qui aujourd'hui trouve sa forme, trouve sa manière de s'exprimer et trouve certains échos, surtout sur le continent américain et sur le continent africain, un peu moins en Europe. Et j'espère que ça passera, entre guillemets, la mode du cinéma africain. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. C'est le deuxième poumon vert de notre planète après la forêt amazonienne et il est en Afrique. La forêt du bassin du Congo couvre 3 millions de kilomètres carrés partagés entre 6 pays. La gestion de cette richesse ne va pas sans problème. Déforestation massive, abus des opérateurs privés. Il est souvent difficile aux communautés de se faire entendre. Alors comment sauvegarder durablement ce puits de carbone pour qu'il survive aux tronçonneuses et aux abus ? Le Cameroun a impliqué les populations dans la gestion des forêts communautaires avec de bons résultats. Un reportage de Miama et Olivier Enogo. La protection des forêts est le moyen le moins onéreux pour lutter contre les changements climatiques. En absorbant massivement le dioxyde de carbone, les arbres jouent en effet un rôle fondamental dans la régulation du climat. La forêt du bassin du Congo s'étend sur 2 millions de kilomètres carrés. C'est le second poumon de la planète après l'Amazonie. Mais la déforestation massive menace, car le bois est une richesse très convoitée et souvent exploitée de manière anarchique sans souci du respect de l'environnement et des populations locales. Au Cameroun, à plusieurs dizaines de kilomètres au sud de Yaoundé, Philippe et son compagnon marchent dans la forêt depuis 2 heures. Ce sont 2 forestiers bien particuliers. Ils travaillent pour la Covimof, Étienne en est le gestionnaire. Nous sommes en plein dans la forêt communautaire de Covimof. Covimof qui veut dire forêt communauté villageoise Molombo, au Katefa et Kele 1 et 2, qui regroupe en fait 4 villages et 3 hameaux. Covimof est une entité qui a demandé l'obtention et la gestion d'une forêt communautaire. Qu'est-ce qu'on entend par forêt communautaire? C'est un espace du domaine forestier non permanent que l'État concède aux populations afin que celles-ci puissent impulser à la base leur propre développement. Développement, lutte contre la pauvreté,
ce sont les objectifs de la réforme forestière de 1994. Les communautés villageoises ont désormais l'autorisation d'exploiter les ressources forestières, privilège autrefois exclusivement réservé aux entreprises. Ici, à la Kovimov, plusieurs dizaines de villageois comme Philippe travaillent dans la forêt communautaire. Une aubaine pour ces hommes, longtemps privés des retombées de l'industrie forestière. Nous autres qui avions cherché des métiers ailleurs, cherché du travail ailleurs, on n'a pas trouvé. C'est grâce à cette communauté que nous trouvons notre compte. On élève nos enfants. On peut déjà trouver son pain quotidien. Créée en 1996, la Kovimov débute ses activités en 2004, après de longues procédures administratives. Aujourd'hui, les villageois disposent d'une surface de 5000 hectares, divisée en 25 parcelles. Une seule est exploitée chaque année. C'est à base de cette carte que nous travaillons annuellement, puisque chaque année, après les inventaires annuels de coupe, on localise les arbres et le technicien qui fait les inventaires sort la carte. Et c'est dans cette carte alors que se trouvent les arbres à travailler. Avec l'appui d'une ONG camerounaise, le CED, Centre pour l'environnement et le développement, les villageois ont appris différentes techniques d'exploitation forestière, comme par exemple la coupe directionnelle qui permet d'orienter la chute de l'arbre afin qu'il n'endommage pas son environnement. Un savoir-faire artisanal doublé d'une obligation de gestion durable du périmètre qui leur est concédé. Nous avons créé une pépinière par rapport aux problèmes climatiques. Déjà la reforestation, il faut donc régénérer la forêt dont nous exploitons. Le bilan environnemental est positif pour la communauté villageoise. Il y a plus d'arbres replantés que d'arbres coupés. Les villageois sont aussi attentifs à replanter des essences locales. Mais la situation reste fragile et les difficultés sont multiples. Lourdeur des procédures administratives, manque d'équipements performants et malheureusement, toujours la présence de coupes illégales. Certaines ont même eu lieu dans l'enceinte de la forêt communautaire tout récemment. La pratique est rageante pour les villageois. Le bois volé sera vendu à un prix défiant toute concurrence sur le marché. Pour Christian du CED, la certification du bois Kovimov est une étape incontournable. Disons, c'est une façon de lutter contre la coupe illégale. En même temps, ça permet de certifier, donc donner un peu plus de crédibilité aux activités que nous menons, parce que ça permet de justifier l'origine déjà du bois et puis les étapes parcourues par le bois avec des quantités jusqu'au consommateur final. Les forêts communautaires ont un double avantage. D'abord environnemental, elles permettent une gestion durable de l'espace forestier. La déforestation dans le monde est en effet responsable d'environ 18% des émissions de gaz à effet de serre. Puis économique, elles offrent de nouveaux revenus aux populations. Mais ces initiatives sont encore très peu nombreuses. Pour qu'elles se développent, il faudra qu'elles aient davantage accès aux marchés internationaux et qu'une véritable surveillance se mette en place contre les coupes illégales. Nous retrouvons Philippe Lacôte pour la suite et la fin de notre entretien de la semaine. Et il nous explique comment le jeune garçon qui fréquentait le cinéma d'Abidjan, le Magic, dans les années 80 est devenu le réalisateur d'aujourd'hui. Et il n'est pas avare de conseils aux jeunes aspirants réalisateurs africains de demain. Écoutez. Vous avez grandi à Abidjan et c'est au cinéma Le Magic que vous devez votre passion pour le 7e art. Mais vous vous êtes vraiment formé sur le tas. Journaliste puis projectionniste de cinéma. C'est une approche qui vous convenait ? C'est vrai que j'ai grandi à Abidjan, à côté d'un cinéma. J'ai beaucoup raconté ça dans les interviews. À Marcory, le cinéma Le Magic, dans les années 80. Il faut savoir que dans les années 80 à Abidjan, il y avait une centaine de salles de cinéma qui sont toutes devenues pratiquement, presque toutes aujourd'hui, des églises évangéliques. Mais il y avait un engouement pour le cinéma et on regardait beaucoup de films de karaté, de Bruce Lee, des films de Bollywood. Et donc cette salle de cinéma me servait à ma mère un peu de crèche. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle allait faire une course, elle me mettait dans la salle et puis 15 minutes après ou 30 minutes après, elle venait me rechercher. Donc ce qui fait que je ne voyais jamais les films en entier. Et je pense que ça se ressent aujourd'hui un peu dans mes histoires, voilà, qui sont un peu des collages comme ça. Mais c'est vrai que quand j'ai découvert le cinéma à Abidjan,
Je venais pas d'une famille d'artistes, je connaissais pas de réalisateurs. Pour nous, et la notion de réalisateur, c'était quelque chose qui n'existait même pas. La seule personne que je voyais qui travaillait dans ce cinéma, c'était le projectionniste. Donc pour moi, le métier de projectionniste, c'était la manière d'arriver au cinéma. Voilà, c'est pour ça que j'ai commencé par ça. Et c'est une très bonne école parce que ça permet de voir des films, ça permet de rencontrer des réalisateurs qui viennent présenter les films, ça permet de discuter avec des spectateurs qui sont cinéphiles. Moi, j'ai commencé à Toulouse, au cinéma Le Cratère, et c'est comme ça que j'ai monté ma première équipe avec des jeunes étudiants de l'ESSAV, de l'Université de Toulouse, l'école de cinéma, et c'est comme ça qu'on a commencé à réaliser des premiers courts-métrages. Maintenant, la notion d'autodidacte, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire vraiment, parce que pour moi, le cinéma ne s'apprend pas à l'école. Le cinéma s'apprend en faisant du cinéma ou en regardant du cinéma. Voilà. Comment un réalisateur qui vient d'Afrique trouve-t-il ses marques à Paris ? Pour vous, il y a eu des rencontres autour d'une structure qui vous a permis de rencontrer d'autres réalisateurs africains. Racontez-nous cette période. Mais en fait, je suis arrivé à Paris, j'étais déjà en Europe depuis pas mal d'années, mais je suis arrivé à Paris en 1995 et quelques années après, 2-3 ans après, j'ai rejoint une structure de cinéma qui était à Paris, à République, qui s'occupait de liaison, de relations entre le cinéma africain et l'industrie française. Il y a beaucoup de réalisateurs qui avaient des subventions du ministère des Affaires étrangères français et qui devaient faire leurs travaux de post-production en France. Donc cette structure était un peu un relais entre les réalisateurs qui étaient la plupart du temps producteurs et les travaux qu'ils devaient faire ici. Donc c'était des réalisateurs comme Souleymane Cissé, des réalisateurs aussi comme Ritipan, cambodgien, des réalisateurs comme Cheikh Oumar Sissoko, comme Abderrahmane Sissako. Voilà. Donc j'ai eu la chance, en travaillant dans cette structure à Tria, aux côtés de André Daventure, de rencontrer tous ces réalisateurs, de côtoyer ces réalisateurs. Et ça a été une très belle école parce que, bon, j'étais pas sur leur tournage, j'étais plus sur la partie post-production, mais ça a été une très belle école parce que ça m'a permis de voir leur enthousiasme, ça m'a permis de les entendre des fois discuter de cinéma, partager des moments avec eux, aller voir des images, même quand ils n'étaient pas là en laboratoire, de leurs films et leur faire des comptes rendus. Et aussi, en même temps, ça m'a permis de me familiariser à tous les problèmes de financement du cinéma africain. Alors justement, que pensez-vous de l'écosystème du financement des films du continent à l'heure actuelle ? Vous-même, vous avez monté votre propre structure après avoir rencontré quelques difficultés. Oui, c'est pas dans ce sens-là. C'est que j'ai toujours monté des structures et j'ai toujours rencontré des difficultés. Mais ça, c'est le propre de tout cinéaste. C'est vrai que je suis impliqué ayant travaillé pas mal d'années en production. Je suis souvent impliqué dans la production de mes films, même si je ne suis pas le seul producteur et même s'il y a une équipe de production qui gère tout ça et des coproducteurs parfois sur certains projets. Mais disons que le système aujourd'hui de financement africain, il est en train d'évoluer dans la mesure où il y a plusieurs pays qui ont créé des fonds nationaux. Il y a la Côte d'Ivoire qui a créé le fonds SIC qui soutient La Nuit des Rois et je les en remercie. Il y a le Sénégal qui a créé le FOPICA, qui est un coproducteur aussi de notre film avec Yenenga Productions et qui a soutenu La Nuit des Rois. Il y a des fonds qui se mettent en place dans différents pays. Ça, c'est nouveau parce qu'aujourd'hui, il y a une volonté, il y a une réalité politique, en tout cas dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, où on comprend que les financements de cinéma ne peuvent pas venir que de l'étranger. Il faut que le pays participe. Donc ça, c'est un grand pas. Aujourd'hui, c'est des actions qui sont soutenues aussi par l'Union européenne, par la francophonie. Donc c'est un grand pas vers une autonomie, mais c'est insuffisant. Pour l'instant, c'est insuffisant. Il faudrait qu'il y ait plus de chaînes qui s'impliquent. Il y a Canal+ International qui s'implique dans la série, dans la série de fiction. Et donc ça a donné des séries en Côte d'Ivoire comme Invisible, comme Cacao, de Alex Ogou. Ça a donné plusieurs séries. Donc il y a des choses qui se passent. Mais je dirais qu'aujourd'hui, pour monter un long métrage international, ça reste encore très compliqué. Parce que c'est des budgets qui sont importants et donc il faut vraiment aller à l'international, il faut aller rencontrer des coproducteurs. Et pour ça, des espaces comme la fabrique de l'Institut français à Cannes, auquel La Nuit des Rois a participé, sont des espaces de rencontre avec les coproducteurs et avec les partenaires financiers qui sont importants.
Que conseilleriez-vous à un aspirant réalisateur du continent? Se former, mais où? Faut-il vraiment s'exiler pour réussir comme certains jeunes le pensent en Afrique? Je dirais déjà aux jeunes réalisateurs ou aux aspirants réalisateurs du continent que c'est un métier qui est difficile, mais que c'est un métier qui est passionnant. Il ne faut pas venir au cinéma si on a envie d'être riche. Il ne faut pas venir, il vaut mieux faire banquier. Le cinéma, il faut que ce soit une passion, il faut que ce soit vraiment un engagement, parce que ça prend des années et des années avant de trouver même votre écriture, avant de trouver des partenaires, avant de solidifier le parcours. Donc si les gens sont pas, si ceux qui viennent au cinéma ne sont pas vraiment passionnés, ben, ils vont souffrir pour rien. Il vaut mieux faire autre chose. Et après ça, c'est pas parce qu'on est passionné qu'on ne doit pas se former. Tout n'est pas à l'étranger, ou alors l'étranger n'est pas forcément la première étape. Il y a des formations dans différents pays aujourd'hui. Il y a des formations déjà d'acteurs, par exemple. Il faut regarder quelles sont les meilleures formations. Il y a des formations étatiques aussi pour les réalisateurs comme l'INSAC en Côte d'Ivoire. Il y a des formations privées au Burkina Faso comme l'ISIS. Il y a Gaston Caboret qui a créé son école de cinéma qui donne des formations. Donc voilà, déjà, il y a ces formations sur place qu'il faut regarder et qui mènent aussi à des rencontres, qui mènent aussi à des stages sur les tournages. Et puis après, quand on a fait ces formations-là, quand on a fait 2-3 tournages, ben là on peut peut-être s'adresser à des cours en ligne dans d'autres pays ou à des stages d'été, à la FEMIS, des choses comme ça, à la Cinéfabrique. Il y a l'école Courtrajmé de Ladjili, du réalisateur Ladjili, qui est aujourd'hui en train de vouloir s'installer dans différents pays africains, d'Afrique de l'Ouest. Voilà, donc je pense que c'est un parcours, mais ce n'est pas tout de suite être dans la plus grande école. Ça ne veut rien dire la plus grande école, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces outils-là. Philippe Lacotte, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver les informations données par Philippe Lacotte au cours de son interview sur le nouveau site de nos émissions, africaonair.com. Et bien sûr, vous pouvez retrouver les émissions sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager, commenter avec le hashtag Initiative Africa TV Show. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous.